devais résumer, je crois que un travail sur soi qui est terminé aboutit à quelqu'un qui est de bonne foi. C'est-à-dire bonne foi avec lui-même et bonne foi avec les autres. Je passe à ma question suivante, on va changer un petit peu de sujet, mais tu évoques quelquefois le narcissisme et je me demandais si, tout bêtement, la surdouance intensifie-t-elle le narcissisme? Tu parles de narcissisme primaire et secondaire et ça aussi je voulais le voir avec toi. Alors, le narcissisme, malheureusement, c'est devenu un mot négatif, alors qu'en fait, c'est très positif. Et le narcissisme, le bon narcissisme, c'est ce que Freud, bien sûr, a dépeint. Le bon narcissisme, c'est un aller-retour entre soi et les autres. C'est-à-dire, je m'aime bien, et comme je m'aime bien, je suis tranquille, je peux aimer les autres, mais je peux faire des allers-retours. C'est-à-dire, si je vois que l'autre est dangereux, hop, je me replie, un peu comme les cornes d'un escargot, là. J'y vais, je les rentre, je les sors en fonction de... Le narcissisme primaire, qu'est-ce que c'est? C'est le narcissisme de l'enfant. C'est-à-dire moi, 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 moi. Les tout petits, c'est moi d'abord, moi toujours, moi tout le temps. Et puis quand justement il y a une construction assez solide, eh bien tout d'un coup, je me sens bien et je peux m'intéresser aux autres. Et ça, c'est le narcissisme secondaire, c'est-à-dire cette capacité d'aller voir l'autre et de trouver que l'autre peut être bon aussi. Voilà. Et le bon narcissisme, c'est ça, c'est cet aller-retour entre soi et l'autre. Donc là, pour le coup, les hauts potentiels intellectuels sont logés à la même enseigne que les neurotypiques, c'est-à-dire c'est important qu'ils arrivent à s'aimer bien suffisamment pour pouvoir aimer les autres et puis faire ces allers-retours. En fait, le narcissisme, c'est une dynamique. Hein. C'est pas statique, c'est des allers-retours entre moi et l'autre en fonction de ce qui se passe, en fonction du moment, en fonction des circonstances. Super. Bah, j'ai l'élan en fait de dire que sous cette vidéo, dans la description, vous allez évidemment retrouver les liens qui mènent au travail d'Hélène et à son livre et à ses livres d'ailleurs. Et je rajouterais, si j'y pense, une série en fait audio. C'était sur France Culture, il me semble, autour du sujet du narcissisme. Et j'avais trouvé cette série vraiment très très bien faite. Il y avait des éclairages du fait que le narcissisme, comme tu viens de le signaler, c'est quelque chose qui sonne plutôt comme quelque chose de péjoratif, alors que finalement, il y a à l'intérieur de ça une rencontre avec soi, un équilibre possible, et la renarcissisation, c'est quelque chose, c'est un vrai sujet en vrai, Oui, qui peut en tout cas concerner des personnes et être une soupape ou une sécurité intérieure plus grande en fait. oui, tout Euh, à fait. et donc, je me demandais aussi, qu'est-ce que c'est, du coup, partant de ce mot de narcissisme, la rage narcissique que tu cites, qu'est-ce que c'est? La rage narcissique, c'est un concept qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Kohut, et c'est un concept qui est intéressant, qui est vraiment dû au narcissisme primaire, c'est-à-dire c'est un enfant à qui on va dire non, t'auras pas ce bonbon et qui va se rouler par terre en hurlant comme si on lui avait coupé la gorge. Et lorsque les gens n'ont pas eu une maturité suffisante, ils gardent un bon fond de narcissisme primaire, même à l'âge adulte, et c'est le conducteur de voiture à qui on fait une queue de poisson, qui sort avec sa batte de baseball et qui tue l'autre. C'est-à-dire qu'il entre dans une rage comme si on lui avait fait quelque chose d'inhumain. Or, c'était juste une queue de poisson. Les adolescents aussi sont beaucoup là-dedans. Donc la rage narcissique, c'est quand tout d'un coup, un événement survient dans sa vie et qu'on a un sentiment d'humiliation absolue, de mépris total, alors que quelqu'un a juste fait boum comme ça et qu'il ne s'est rien passé de grave, mais ça veut dire que les gens ne sont pas assez structurés, ont une personnalité pas assez forte et sont pas encore bien debout et donc vont s'effondrer avec une colère infinie sur des tout petits points, hein, des choses qui sont vraiment minimes. Donc c'est un concept qui est assez intéressant parce que
on le voit de plus en plus fréquemment et ça sera intéressant de mettre ça en parallèle avec tous les événements qu'on voit dans l'actualité, d'adolescents en particulier qui sont capables de tuer pour un non. Hmm. Ouais. C'est vraiment elle est intéressante cette notion parce que tout particulièrement pour les surdoués, je me demandais si c'était pas en lien avec cette ambivalence entre sentiment de toute puissance et ce sentiment de toute impuissance. J'ai l'impression qu'on alterne entre des extrêmes puisqu'il y a l'intensité au cœur de tout ça et qu'on a du mal à être dans les choses qui vont être un petit peu plus neutres, un peu plus je sais pas comment dire, mais terne finalement pour nous, et que donc du coup ce sentiment de toute puissance en alternance avec le sentiment de toute impuissance, c'est des ascenseurs émotionnels très forts, et c'est peut-être en lien avec cette rage narcissique, de passer de l'un à l'autre en tout cas. Oui, tout à fait, hein. Je pense que tant qu'on n'a pas fait ce travail de réflexion sur soi pour analyser ce qui se passe, il peut y avoir des rages épouvantables internes, des tempêtes internes épouvantables sur des événements que tout le monde qualifierait de minimes. J'en arrive à ma question la plus polémique de toutes les questions que je vais te poser. J'avais Ah, très envie de shit. te la poser. Donc on va voir ce que t'en dis. C'est juste une intuition et puis des discussions multiples avec des personnes que j'estime et on était sincèrement en train de se poser cette question-là. Donc je pars du début. Tu as écrit plusieurs livres, dont celui-ci sur les surdoués et un autre qui concerne les pervers narcissiques. Et dans les caractéristiques connues que l'on attribue aux pervers narcissiques, on retrouve une intelligence, une subtilité, une sensibilité et une insensibilité mêlées. Je suis pas spécialiste de ce domaine, mais je me posais la question, est-ce que ce qu'on appelle les pervers narcissiques ne serait pas en réalité une autre façon de vivre la douance? Alors non, parce que ce que tu décris des pervers narcissiques me paraît erroné. C'est-à-dire que les D'accord. pervers narcissiques ne sont pas intelligents, ils sont brillants, ils sont insensibles de façon absolue. Et puis je ne sais plus ce que tu as dit d'autre comme qualificatif ou comme tu as dit ils Alors sont, je parlais vas-y, de subtilité. ils sont tout sauf subtils. Donc Ok. pour toutes ces raisons, et je m'explique, on ne peut pas dire du tout que ce soit en lien avec la surdouance. Ils ne sont pas intelligents. Ils ont une culture généralement monolithique. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'à une... Tu peux, je donne comme exemple dans mon livre sur les pervers narcissiques, un pervers qui sait tout sur la poésie du XVIe siècle de Francesco della Nota ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus du nom. Voilà. Et donc, dans les dîners en ville, plusieurs ont recoupé des dîners avec cet homme-là, et bien à chaque fois, il cite ses poèmes, il cite ces gens-là, et il ne sait rien dire d'autre. On peut lui prêter une intelligence parce qu'en fait, il sait capter les idées des autres et les recracher tel un perroquet. Donc on pourrait dire qu'il est intelligent, mais en fait, il n'est pas du tout intelligent, mais il est brillant parce qu'il sait de façon très hystérique, au sens histrionisme, il est très comédien, il sait se mettre en valeur, etc. En piquant les idées des autres et avec sa culture monolithique, il peut en mettre plein la vue. Donc il n'est pas intelligent. Il n'est pas du tout sensible. Justement, sa grosse difficulté, c'est qu'il ne sait pas du tout être empathique, il ne sait pas du tout être sensible. Il est tellement replié sur lui qu'il ne sait pas que l'autre existe, et l'autre existe uniquement en tant qu'objet, donc ça ne peut pas le toucher. Euh, donc, le lien entre pervers narcissique et haut potentiel intellectuel me paraît pas du tout pertinent. En revanche, je pense que les hauts potentiels intellectuels sont des proies idéales pour le pervers narcissique. Parce que justement, ce sont des gens qui sont très intelligents et ce sont des gens qui sont très empathiques, ce sont des gens qui sont souvent très purs. Et alors, c'est magique de pouvoir salir quelqu'un qui est pur, c'est la grosse jouissance, ça quand même. Donc, je crois qu'il y a les bonnes proies pour les pervers narcissiques sont les hauts potentiels intellectuels. Ok. Oui, là, il y a justement ton ouvrage, plus pas mal d'autres qui font ce lien entre
le haut potentiel d'un côté, proie facile pour les pervers narcissiques de l'autre. Et ça, oui, c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup rencontré, mais je me disais, voilà, mais j'entends ta réponse, c'est ta réponse. J'ai très envie, moi, de continuer de creuser dans cette direction malgré tout, parce que je sens qu'il y a quelque chose, euh, parce que, par exemple, au niveau émotionnel, il me semble que les émotions ne sont pas accessibles parce qu'elles sont trop puissantes derrière. Donc c'est un déni qui est posé sur des émotions. La sensibilité, j'ai pas l'impression qu'elle puisse ne pas exister, ne pas être vue, oui, mais ne pas exister, j'ai l'impression que c'est compliqué. Enfin, j'ai du mal à me l'imaginer en vrai. Mais on a du mal à se l'imaginer parce que ce sont des êtres qui, dès l'enfance, la plupart du temps, ce sont des hommes parce que ce sont des mamans qui ont accouché de garçons et qu'elles sont émerveillées. Moi, femme, j'ai mis au monde un enfant du sexe masculin, donc j'ai un petit phallus à portée de main là, qui provient de moi, donc en gros il m'appartient. Hein. Donc je suis phallique grâce à ce garçon et je vais m'en saisir et me l'approprier. Et ce petit garçon va se trouver pris dans les filets d'une mère méduse, d'une mère incestuelle qui va vraiment le bouffer. Et la seule façon qu'il a de pouvoir survivre à cette mise sous emprise, c'est justement de ne plus montrer aucun affect et d'être juste dans la volonté de détruire tous les gens qui seront autour de lui dans une espèce de rancœur et de vengeance constante. Donc, c'est très très compliqué de pouvoir accepter, et c'est tout à ton honneur, de pouvoir accepter l'idée qu'un humain puisse être sans émotion et puisse être vide presque de sensations et d'être quelqu'un avec une telle noirceur. C'est très difficile à imaginer, malheureusement, ça existe. Ok. Euh, Tu me dis si je me trompe, je suis encore une hypothèse un peu Oui, vas-y. aléatoire, mais c'est ça qui est bien, c'est de poser des hypothèses et puis après on voit justement où ça Non, nous non, mais amène. c'est parfait. Une maladie psychotique se déclenche suite à un élément justement déclencheur et révélant au grand jour ce qui était jusque-là un potentiel en dormance. Est-ce que pour toi la douance pourrait être considérée comme une psychose, non pas dans sa nature évidemment, mais dans son mécanisme? Non, non, vraiment, je crois pas du tout. Je pense que alors après, on connaît pas bien l'origine de la haute potentialité. Hein. Je pense que les Américains vont forcément trouver un gène ou un truc dans le cerveau, ça c'est sûr. Mais dans l'immédiat, euh, je pense que voilà, c'est quelque chose de l'ordre du don et que à partir de là, c'est à nous de le développer ou non, à nous de s'en servir ou non, à nous de le repérer ou non. Mais je crois pas que, je crois qu'il y a des hauts potentiels, hein, très certainement en raison de l'enfance, puisque moi, psychanalyste, je pars, enfin, je suis convaincue que les structures psychiques des individus proviennent de l'enfance et qu'on a les névroses, les psychoses et au milieu les borderline. Et je pense qu'il y a des hauts potentiels névrotiques, il y a des hauts potentiels psychotiques et il y a des hauts potentiels borderline. Je pense qu'ils sont soumis aux mêmes lois que les neurotypiques, c'est-à-dire en fonction de l'enfance qu'ils auront eue, ils appartiendront à ces trois structures et je ne crois pas qu'il y ait plus de crainte de psychose ou de borderline chez les hauts potentiels qu'ailleurs. Ok. Du coup, j'ai déjà partagé ça sur d'autres moments d'interview, mais en fait, je considère plutôt les surdoués comme des détecteurs de dissonance que comme des détenteurs d'une vérité absolue. Et dans le livre, il est question de la perception qu'ont les enfants surdoués des contradictions des adultes, qui se placent et ont pour mission, dans le récit collectif, de se placer en tant que référents et en tant que sachants. Et ces enfants, il me semble, peuvent alors rester en sidération devant cette contradiction fondamentale. Les adultes qui se placent en référent sont en réalité incompétents, faillibles, impuissants. Mais comme bien souvent, ils posent un déni sur ces failles, l'enfant surdoué peut alors vivre un traumatisme à l'endroit où les figures tutélaires ne sont d'aucune inspiration. Est-ce que ça te parle et qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet?
Bien, je pense qu'effectivement, c'est un gros sujet et c'est toujours pareil. Les enfants au potentiel intellectuel qui seront dans une famille accueillante, aimante, contenante, auront moins de difficultés parce que lorsqu'ils repéreront les failles de leurs parents, ça sera accueilli. Et par conséquent, il n'y aura pas de conflit interne, il n'y aura pas de conflit de loyauté. En revanche, lorsqu'ils sont dans une famille où les parents sont un peu dysfonctionnels ou toxiques ou non tutorants, eh bien, ces enfants-là vont vivre une grosse tragédie en se rendant compte que ils sont dans l'obligation de devenir parents de leurs parents. Il y a une parentification, c'est dur à dire, une parentification qui va être très tôt mise en place et ils vont très vite repérer qu'il y a des choses qu'ils vont pas pouvoir dire parce que leurs parents ne comprendront pas. Il y a des remarques qu'ils ne pourront pas faire parce qu'elles vont être blessantes. Il y a des réactions qu'ils ne vont pas pouvoir avoir parce qu'elles vont être, elles vont pas être accueillies avec toute la bonne foi qui serait nécessaire. Et par conséquent, ils vont se museler, se ratatiner et au mieux, je le répète, devenir les parents de leurs parents, c'est-à-dire protégeant leurs parents de tout ce qui pourrait les bouleverser. Hmm, ok. J'ai une question suivante qui est, est-ce que pour toi, le travail sur soi vise à atteindre un point où l'on constate que le travail sur soi n'est en fait plus nécessaire? Ce que je veux dire par là, c'est, euh, ce serait plus une déconstruction, un dénuement qu'une construction par ajout. Alors, je pense, moi, que le travail sur soi a un début, un milieu et une fin, mais cette fin ne veut pas dire la fin de la réflexion. Le travail sur soi, c'est vraiment aller rechercher tout ce qui, euh, dans notre inconscient, a été refoulé, toutes les répétitions qu'on a pu faire et tous les liens inadaptés qu'on a pu mettre en place en raison de nos problématiques. Donc, j'ai la conviction que il y a le gros du travail qui peut se terminer, et puis après, bien sûr, on va continuer à aller chercher la poussière dans les coins, mais on a enlevé les gros rochers, on a enlevé les grosses montagnes, on a calmé les tsunamis, on a nettoyé les ouragans et les tempêtes, et puis voilà. Mais après, euh, on a mis en place des processus internes de réflexion qui font que, eh bien, on va pouvoir, lorsqu'il se passe un événement, se dire, tiens, une fois le travail terminé, se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, tiens, ah, ça me fait penser que, ben, je vais y réfléchir parce que, ah, et ben, et trouver encore des petits liens. Je pense que si je devais, je le dis dans mon livre d'ailleurs, si je devais résumer, je crois que un travail sur soi qui est terminé aboutit à quelqu'un qui est de bonne foi, c'est-à-dire bonne foi avec lui-même et bonne foi avec les autres. Et à partir de là, je crois qu'on peut tout aborder, tout recevoir, tout vivre. Bah, il se passe un événement, bah non, je suis désolée, mais moi ça c'est ton ressort, mais ça me parle pas, ça m'évoque rien. Puis il se passe un autre événement. Ah oui, ah ben là, je vois que bien sûr, c'est cicatrisé, mais la cicatrice est encore chaude. J'aurais peut-être intérêt à y réfléchir encore un peu pour la rendre au moins tiède avant qu'elle soit complètement froide. Voilà, je crois il y a toujours à avancer. Il est certain que quelqu'un qui se dirait j'ai fini mon travail sur moi, maintenant je suis parfait ou parfaite et tout va bien, c'est qu'il y a encore du boulot. Oui, oui, j'entends.
Ce que je me dis, c'est que du coup, peut-être que la psychanalyse, de ton point de vue, ce serait l'occasion de faire ce début, ce milieu et cette fin en un seul accompagnement, alors que les façons d'accompagner qui peuvent être autres sont plus morcelées peut-être et plus diversifiées, c'est-à-dire qu'on peut faire ce travail-là en passant de, je sais pas, quelqu'un qui fait de l'hypnose à quelqu'un qui fait de l'EMDR, à quelqu'un qui va faire de la myesthésie, mettons. Et puis un psy plus traditionnel qu'on va avoir pendant peut-être un an, 2 ans. Mais la psychanalyse peut-être est la forme qui permet de faire le début, le milieu et la fin dans un même travail, une même continuité. Ce serait ça la distinction? Oui, je pense que la distinction, moi, je la ferais entre les thérapies du conscient et les thérapies de l'inconscient. Si on prend une métaphore, un humain, on pourrait dire que c'est un iceberg qui a la partie émergée qui est de 1/8 et la partie immergée qui est donc de 7/8. Le 1/8 qui dépasse de l'eau, ça serait le conscient, et le 7/8, ça serait l'inconscient. Tout le travail psychanalytique, c'est d'aller repérer dans l'inconscient tout ce qui tout ce qui est tout ce qui a été refoulé, toutes les douleurs d'enfant qu'on n'a pas pu dire, qu'on n'a pas pu comprendre, tout ce qui fait qu'on est dans des répétitions qui sont des répétitions qui nous rendent malheureux. Voilà, il y a tout ce travail-là à faire, et ça, ben, c'est long effectivement, et ça, je pense que ça peut se faire qu'avec la même personne, parce qu'on va pas raconter toute notre vie à chaque fois, mais ça peut se faire. Moi, par exemple, j'ai fait 2 tranches de psychanalyse. Une première tranche très longue et une deuxième tranche très longue. Mais parce que j'ai eu une enfance particulière, j'ai eu une enfance très lourde, et que sans doute j'avais besoin de faire beaucoup plus de travail que quelqu'un d'autre. Et puis par ailleurs, quand on est psychanalyste, autant quand même avoir avancé pas mal. Donc il y a cette thérapie de l'inconscient. Tout le monde n'est pas obligé de faire une psychanalyse. Tout le monde peut ne pas se sentir à l'aise avec un travail psychanalytique. Et par conséquent, c'est tout à fait possible, peut-être même en parallèle d'un travail psychanalytique, de faire un travail sur le conscient. Moi, j'ai une formation, par exemple, en sophrologie, j'ai une formation en hypnose ericksonienne, j'ai une formation en PNL. Je continue à penser que pour moi, la solution était la psychanalyse, et que ça reste pour moi quelque chose qui m'a sauvé la vie, et qui me permet, lorsqu'il y a des choses difficiles qui m'arrivent, d'avoir une espèce de confiance dans ma mallette, avec mes outils de réflexion et de prise en compte de ce qui se passe, et de faire des liens et d'élaborer et de trouver des solutions en me disant bon bah tu vas trouver une solution là en toi, forcément tu vas creuser, et puis si tu trouves pas, c'est qu'il y a un truc qu'il faut travailler plus profond. Donc après, moi je crois qu'il y a des gens qui n'auront pas besoin d'aucune thérapie tout au long de leur vie, et je les envie fortement. Il y a des gens qui auront besoin que de thérapie sur le conscient, parce que ça va être surtout des réflexions un peu plus comportementales, un peu plus des réflexions conscientes. Et puis, il y a des gens pour qui la psychanalyse va être une nécessité, et un médicament de survie avant d'être un médicament de vie. Moi, j'ai vraiment je fais aucun prosélytisme, ni pour les uns ni pour les autres. Je pense que si aller dans la forêt, embrasser un arbre, ça fait que quelqu'un va mieux, vive la sylvothérapie. J'ai une question du coup qui n'a peut-être rien à voir et qui en même temps peut être peut-être ramenée aussi sur ce sujet-là. Je crois que nous sommes en tant qu'humains condamnés à être à la fois juge et partie. Et est-ce que selon toi, les surdoués ont une façon particulière de gérer ou non cette condition et de la conscientiser? Eh bien, en gros, tu fais du Shakespeare, c'est-à-dire être ou ne pas être, telle est la question. Euh, c'est toujours pareil. Je crois que les hauts potentiels intellectuels qui sont de bonne foi vont arriver à gérer cette dualité d'être juge et partie, parce qu'ils sauront
être présent par moment, donc être, et puis à d'autres moments ne pas être, c'est-à-dire être en recul, voir faire les autres. Je crois aussi que dans les moments d'ennui, les hauts potentiels intellectuels sont très vite dans être juge, être en recul, être à l'extérieur et voir ce qui se passe et de façon plus intense que d'autres humains. Euh, mais sinon, je suis pas sûre que ce soit. Moi, j'ai ce filtre de la psychanalyse qui fait que peut-être je reviens à mon dada en disant que, au potentiel ou non, si les gens sont de bonne foi, s'ils se connaissent un peu, ils sauront gérer ça plus facilement. En sachant que dans ce groupe de bonne foi et qui se connaissent un peu, les hauts potentiels intellectuels auront un plus dans cette capacité de recul et d'analyse du monde et d'être capable d'être disruptif et créatif par rapport à ça. Ok. Et justement, bah, je reprends ton terme parce que j'avais marqué moi s'autoriser à vivre, mais finalement j'ai l'impression que le synonyme dans ta bouche ce serait plutôt être de bonne foi. Donc, c'est Oui, aussi accepter de générer des réactions incontrôlables chez les autres. Et on peut le faire sans le savoir, mais quand on est né avec cette conscience, il est difficile de s'autoriser justement à être et à être de bonne foi. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Alors, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que moi-même, je crois que je me suis perdu en disant ça. Ah, c'est vraiment bien. oui. Je crois que justement, quand les gens sont de bonne foi, ils sont capables de tout accueillir, même si tout d'un coup on voit qu'il y a une grosse difficulté, bah, on arrête, on dit ok, on n'est pas d'accord, on va s'arrêter là. Sauf si en face on a quelqu'un qui a des valeurs qui sont insoutenables. Et là, c'est pas parce qu'on est de bonne foi qu'on est devenu le Dalai Lama ou le Christ et qu'on va tendre l'autre joue et qu'on va, je veux dire, être de bonne foi, ça veut pas dire je vais tout laisser passer et puis ça veut dire quand ça vaut pas le coup, pas aller au combat, c'est-à-dire de mener que les combats qui valent le coup. Et puis sinon, quand on voit que on a affaire à quelqu'un qui justement est de mauvaise foi, on laisse tomber l'affaire et puis voilà. Ok. Je sais pas si ça Dans répond ton... bien à ta question. Oui, ça répond à ma question. C'est ce truc-là, en fait, si tu veux, j'ai remarqué, alors dans mon fonctionnement personnel, j'ai remarqué que j'ai mis très longtemps à capter ça, à capter que je me contrôlais parce que je n'étais pas acceptable à mes propres yeux si je n'étais pas irréprochable, en fait. Donc c'était contrôler par avance le fait d'être irréprochable dans les yeux de l'autre. Donc quelque part, on pourrait dire en extrapolant que si j'étais pas parfait, j'étais pas acceptable dans mes propres yeux, et que si ce regard qui m'était renvoyé comportait ne serait-ce qu'un petit pli en fait dans la façon dont on me voyait, je trouvais ça insupportable. Donc on pourrait rapprocher ça, j'imagine, de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir le narcissisme primaire. On pourrait dire ça comme Oui, ça. oui, Euh, d'accord. donc c'était très en forme chez moi ce truc-là et pendant très longtemps et donc du coup je me suis juste retrouvé un petit peu sur le cul, je dirais ça comme ça avec mes mots, et je me suis retrouvé sur le cul à voir que je pouvais m'autoriser à susciter de la colère chez les autres, du mépris chez les autres, du jugement chez les autres, alors que jusque-là je me blindais mais tout ce que je pouvais pour ne jamais arriver à cette Cette extrémité. ouais, exactement, cette incongruité, ouais. Ouais, J'avais ça comme mot qui venait. ouais. Et donc voilà, après c'est plus personnel du coup comme vécu, mais j'imagine que ça peut faire écho quand même au vécu de pas mal de personnes, parce qu'on s'interdit, et c'est se rendre compte qu'il y a une relation entre le fait de vouloir être parfait dans le regard de l'autre, c'est ne pas être sûr qu'on est aimable, et c'est se porter au Voilà. nu, c'est les deux en même temps en fait, il y a un truc Oui, comme ça. oui, ouais, oui, tu as raison. Tu as raison, c'est beaucoup en lien avec le regard des autres
Et le regard des autres, en fait, c'est le regard des autres et le regard qu'on a sur soi, c'est un peu des vases communicants. C'est-à-dire plus on a un regard sur soi calme et tranquille, et moins le regard des autres nous importe. Et plus on a l'impression de pas être à la hauteur, de pas être parfait, etc. Et plus le regard des autres va nous importer. Donc, je reprends la main juste pour signaler que on a eu un petit problème de connexion, ce qui explique le changement de cadre qui a lieu actuellement. Mais on va finir avec quelques questions et surtout avec la venue de Gaëtan qui va arriver dans pas longtemps. Dans ton livre, en fait, il est beaucoup question du rapport au groupe, à l'autre et à soi. Est-ce que, d'après toi, il existe une interdépendance entre ces trois pôles des rapports humains? Oui, oui, bien sûr, hein, et c'est ce que j'expliquais peut-être tout à l'heure en parlant du narcissisme. Narcissisme primaire, c'est s'aimer soi, narcissisme secondaire, aimer l'autre, et c'est ces allers-retours entre s'aimer soi, aimer l'autre, et puis voilà. Et je crois que aussi, plus on avance dans la connaissance de soi, dans la bonne foi, pour y revenir, et plus on va trier les liens autour de soi, et plus on va tenter le plus possible de s'entourer de gens qui sont au clair avec eux-mêmes, qui sont réfléchis, qui sont respectueux, bienveillants, et qui sont capables d'avoir des liens et des discussions saines. Hmm. J'ai donc une dernière question pour toi, et ça va devenir une question rituelle, mais j'ai eu l'idée il y a pas longtemps. D'ailleurs, elle m'a été soufflée par quelqu'un que je remercie, à qui je fais un petit clin d'œil comme ça au passage. Donc, cette dernière question sera la suivante. Qu'est-ce qui, chez toi, est le plus banal, le plus commun? C'est une excellente question. Et pendant que je dis ça, ça me permet de réfléchir. L'amour du chocolat. Ok, très bonne réponse. Et ben écoute, il me reste à te remercier. Je reviendrai tout à l'heure faire un petit tour pour faire ma conclusion, et je vais passer à la main à Gaëtan qui lui, bah voilà, écouté tout ce qu'on s'est dit et qui va venir partager avec toi ce moment de fin d'interview. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci Mathieu. Merci Hélène pour cette interview, pour cet entretien. Moi, j'arrive avec mon œil candide, c'est-à-dire que Mathieu a travaillé sur ces questions et moi, j'ai la chance sur les interviews d'arriver derrière avec mon vécu, avec ce que j'ai entendu, avec les choses qui m'ont interpellé dans ce que vous vous êtes dit il y a quelques instants. Et j'ai la chance de pouvoir essayer de synthétiser ça et de pouvoir éventuellement te poser des questions. Surtout si jamais sur les propos que je vais évoquer et que j'essaie de synthétiser, il y a quelque chose qui n'est pas correct, n'hésite pas à intervenir pour rétablir vraiment ton propos. C'est important pour nous. D'accord. Ok, merci. Dans ce que j'ai noté la notion de double décalage. Tu as évoqué le décalage que tu avais ressenti avec ton étiquette de psychanalyste et aussi ton haut potentiel. Tu as évoqué les termes d'entrée en religion. À un moment donné aussi, tu as parlé de vache sacrée. Cette phrase que tu as dit les gens parfois te renvoyaient que tu devais tout savoir sur le monde. Et moi, tout ça, ça m'a ramené finalement à la position d'un curé, peut-être au siècle dernier, qui au confessionnat savait beaucoup de choses sur les gens. Et je me demandais si de ton point de vue, finalement, le psy ou le psychanalyste ou le thérapeute, quelle que soit son obédience, je dirais, remplacerait ce confessionnal quelque part. La religion aurait glissé vers quelque chose de plus scientifique et de plus psychanalytique. Qu'est-ce que tu en penserais de ça? Je pense que y a un parallèle qui est possible. Tu as raison. Les curés, d'ailleurs, à une époque, étaient appelés directeurs de conscience. Donc, je crois que pour tout ce qui concerne les thérapies du conscient, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, j'ai fait la séparation entre le conscient et l'inconscient. Pour toutes les thérapies du conscient, effectivement, ça se rapproche du curé, hein, qui écoutait les confessions et puis qui aidait, hein, à faire en sorte que les gens aillent mieux. Pour ce qui concerne la psychanalyse, je pense que non, on n'est pas dans la même logique, puisque là, dans la psychanalyse, il y a un processus
particulier, hein, qui est la libre association, qui est de relever les rêves, les lapsus, les actes manqués, les notes d'humour, etc. Donc là, on est dans un autre champ, dans un autre domaine. Tu as évoqué le haut potentiel qui te permettait d'avoir un refuge interne, un lieu de refuge, un lieu de créativité, et tu as parlé de l'enfance difficile, ce qui faisait un lien entre ce refuge et l'enfance. J'ai entendu des gens qui témoignaient, ou même des spécialistes qui nous disaient que pour eux, et parfois il n'y avait pas de discussion autour de ça, le haut potentiel, c'était avant tout quelque chose de génétique, et puis voilà, point barre. Toi, tu étais plus à développer quelque chose de... on a quand même une structure qui a pu se développer en réaction, finalement, à une enfance que l'on a eue. Alors, de ton point de vue, c'est ou c'est génétique, ou c'est plutôt un développement d'un potentiel qu'on aurait tous, mais pour essayer de survivre, finalement, à une enfance un peu problématique, ou bien c'est quelque chose qui, au départ, effectivement, un potentiel peut-être génétique, et que l'on va développer pour essayer de survivre à cette enfance parfois compliquée que l'on vit. Alors, je parlais des structures qui viennent de l'enfance, des structures psychologiques, c'est-à-dire la névrose, la psychose, la structure névrotique, structure psychotique, structure borderline. Donc ça vient de l'enfance. En revanche, pour la haute potentialité, j'ai parlé de dons. Donc je serais plus dans l'idée que c'est quelque chose de génétique. Ensuite, je crois pas que la haute potentialité se développe plus dans un climat ou dans un autre. Je pense que oui, quand on a eu une enfance difficile, on est obligé de, enfin, c'est un cadeau puisque ça nous permet d'avoir un tuteur de résilience. Mais je crois pas que ça se développe plus ou moins. Il me semble que c'est au cas par cas, là. Je suis pas sûre qu'on puisse faire de généralité. En tout cas, moi, je peux pas en faire. Ça serait donc en fait un biais cognitif de rencontrer plutôt des gens qui font un témoignage en tant qu'HP d'une enfance plutôt difficile pour eux en termes de ressenti. Comme je le dis dans mon livre, hein, je pense que certains hauts potentiels intellectuels sont malheureux en raison d'une enfance difficile, mais que la haute potentialité, la plupart du temps, est un cadeau et que ça rend pas du tout malheureux. Ok. Tu as parlé de formes originales et de formes joyeuses grâce justement au potentiel. Tu as dit aussi que dans l'écriture de ton livre, finalement, alors tu n'as pas parlé de dissocier, tu as dit plutôt que tu étais unifié d'ailleurs. Tu as dit que tu étais plutôt à avoir essayé d'être schizophrène. Je crois que c'est ça que tu avais dit précisément. Oui. Et donc je me suis dit, parce que j'ai souvent entendu, puis moi je peux le dire aussi, qu'il y avait comme différentes personnes à l'intérieur. Pour toi, il y a une seule couleur en toi? Il n'y a pas plusieurs toi? Non, j'ai vraiment un sentiment d'unité interne, vraiment très fort, et que par l'imagination, j'ai pu naviguer en me dissociant pour le bien de mon livre. Ça m'a beaucoup amusée, que je me suis vraiment régalée à l'écrire comme ça, mais je me sens pas du tout plusieurs personnes, non. Je me trouve très unifiée et encore plus grâce à mes 2 tranches d'analyse et au repérage de ma surdouance. Ça a fait un lien, justement, qui est très fort. Tu nous as dit aussi qu'il y avait d'un côté la nostalgie, une sorte d'embaumement psychique, et de l'autre, tu avais plutôt quelque chose qui serait de l'ordre du traumatisme. Alors que je reprenne un peu mes notes, voilà, tu faisais une différence entre nostalgie et mélancolie. Oui. La nostalgie, tu le définissais plus comme un embaumement psychique. Tu avais évoqué que c'était un plus que pouvait ressentir le haut potentiel. Et tu évoquais aussi une fille unique. Je me suis demandé d'ailleurs si toi-même tu es fille unique ou tu as des frères et sœurs. J'ai des frères et sœurs, non, je suis pas Tu as fille des frères et sœurs. Comme tu disais qu'il y avait 80% quand même qui étaient en rapport avec ton histoire. Et tu disais que la mélancolie, là, c'était plutôt une source inconnue. Ça pouvait être lié justement au traumatisme de ce qui était non advenu et qu'il était difficile de faire un deuil, évidemment, de quelque chose qui n'était pas présent. Et je me suis demandé, alors là, c'est évidemment par rapport à mon histoire, est-ce que ce deuil du non advenu peut ne pas quand même arriver à un moment donné en regardant que finalement, en dehors de la famille, en dehors de son propre cercle familial, ça existe, simplement on ne l'a pas rencontré. Est-ce que c'est un moyen de pouvoir enfin faire le deuil de ce non advenu?
Tout à fait, c'est une très bonne remarque. Je crois que c'est justement en s'apercevant que les autres ont une maman aimante, les autres ont un papa affectueux, qu'on réalise qu'on l'a pas eu, et qu'à ce moment-là, il y a un travail à faire pour eh bien créer en soi ce parent, ce bon parent qu'on n'a pas eu, ou le trouver chez son thérapeute. C'est-à-dire réparer avec un autre dont c'est le métier et avec soi, réparer ces choses qui sont pas advenues, c'est-à-dire les rendre visibles et à ce moment-là trouver les moyens pour justement faire ce travail de deuil, pouvoir finir ce deuil puisqu'on a repéré ce qui manquait. Là, tu évoques le rôle justement des parents, ta vision du rôle des parents, c'est-à-dire de contenir éventuellement les émotions, et du coup, je suppose l'idée c'est pas de formater, mais bien de contenir. Tu nous as parlé de Winnicott, qui a développé des choses en termes de théorie par rapport à ça. Et j'en reviens à l'importance de quelqu'un d'autre, qui était Issa Padovani, qui nous disait toute l'importance de rencontrer, alors peut-être pas uniquement à l'enfance, mais peut-être même après dans la vie d'adulte, de rencontrer des grands, des gens inspirants, et des gens qui ont sans doute une cohérence et qui vont nous réconcilier justement vers le fait de pouvoir enfin s'appuyer vers quelqu'un, enfin se laisser quelque part guider par son expérience, plus que guider par ses théories, par son expérience, être inspirant. Est-ce que ça a rapport à ce que tu voulais évoquer? Oui, je pense que c'est ce que Cyrulnik appelle les tuteurs de résilience, c'est-à-dire ces personnes-là qui, réelles enfin, je veux dire qu'on rencontre réellement ou qu'on rencontre à travers des livres ou des philosophies, etc., qui aident à réparer et à rebondir de façon saine. Oui. Tu nous as parlé du rapport à la mort chez le haut potentiel, et je me disais, du coup, ça voudrait potentiellement dire, puisque c'est pas des sujets que l'on va parfois retrouver chez les neurotypiques, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a une sorte de déni, presque un consensus au niveau de la société neurotypique, de ne surtout pas évoquer ce genre de thématique, alors que le HP, lui, il a envie justement d'avoir des informations là-dessus? Tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, je disais, mais on peut se questionner, nous les hauts potentiels, on peut se questionner sur mais est-ce qu'ils ont un plan B qu'on ignorerait parce que ou une autre planète sur laquelle ils savent qu'ils vont aller vivre après parce que il y a une volonté commune de surtout pas en parler. Il y a une alliance inconsciente sur ce phénomène-là. La mort n'existe pas. On le voit d'ailleurs avec la volonté de faire des enterrements joyeux ou la volonté de nier la vieillesse, la mort. Enfin, c'est de plus en plus fréquent, quoi. Absolument. Cette sorte de course à l'immortalité, que ça soit finalement physique ou que ça soit de l'esprit. Oui. C'est quelque chose que, justement, quand on se met un peu en arrière, alors ce que tu as évoqué aussi, c'est cette notion d'ennui, justement, où à un moment donné, en tant qu'au potentiel, l'ennui peut amener à se mettre un pas en arrière, à regarder comment ça se passe, et justement avoir cette société qui peut faire le déni de la mort et essayer de trouver des solutions en s'intégrant peut-être dans un ordinateur pour se dire c'est bon, je vais pouvoir être immortel, j'ai encore du temps devant moi. Tu as évoqué aussi le conflit de loyauté avec les parents, le moment où parfois certains parents contribuent à faire en sorte que l'enfant devient le parent du parent. Et donc ça crée un conflit de loyauté. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Oui, le conflit de loyauté, il commence juste avant la parentification, c'est-à-dire au moment où l'enfant réalise que ses parents sont pas à la hauteur, qu'il raisonne mieux qu'eux, qu'il comprend mieux qu'eux, et que les parents sont démunis et sont pas capables de l'éduquer. Et là, il y a un grand vide désespéré et désespérant. Et la seule solution que l'enfant au potentiel intellectuel a trouvée et qui est la bonne solution, ça va être d'être dans une attitude parentale et qu'il va protéger ses parents, qu'il va essayer de faire en sorte que son comportement et ses propos ne les bouleversent pas. Alors la bonne nouvelle peut-être que l'on a entendue dans ce que tu nous as dit, c'est que le travail sur soi pouvait avoir une fin. Tu as parlé d'avoir enlevé les gros rochers, d'avoir enlevé les grosses montagnes, j'allais dire d'avoir ouvert tout court les gros dossiers.
Et je me disais, dans ce que tu dis là, pour réinterpréter ce que tu disais ou paraphraser, ça voudrait dire qu'on aurait fait le lien, qu'on aurait trouvé du sens par rapport à ce qui nous est arrivé et là où on en est aujourd'hui. Est-ce que c'est ça finalement qui peut indiquer qu'on est en train de terminer ce cycle de travail sur soi? Ouais, je pense que la métaphore que je cite en conclusion de mon livre résume ça, c'est-à-dire le kintsugi. Le kintsugi, c'est un art traditionnel japonais qui faisait que on réparait les vases précieux ou les porcelaines précieuses, on les réparait avec de la colle teintée de poudre dorée, de façon à ce que toutes les brisures deviennent visibles et belles. Et je crois que c'est vraiment ça pour moi, un travail psychanalytique réussi et terminé. C'est que tout d'un coup, toutes nos cicatrices, on est en paix avec elles, on est content de les porter, et puis on réalise que finalement, ça nous a rendus plus forts. C'est Nietzsche qui disait ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ça nous a rendus plus forts, mais pas supérieurs. Que les choses soient claires et pas figées. C'est-à-dire, contrairement aux porcelaines, nous, on est des humains, on a des cicatrices qui sont peut-être jolies maintenant, mais on continue à bouger et on sait qu'on a en nous les outils pour faire face et continuer à progresser. Je trouve que c'est une très belle conclusion et je te propose d'arrêter cet entretien sur cette jolie perspective. Je te remercie beaucoup, Hélène, pour le temps que tu nous as consacré. Merci beaucoup, Gaëtan, et merci Mathieu. C'était vraiment très agréable. Merci beaucoup Hélène pour ta confiance et pour cet échange sincère, riche, humain et spontané. Les liens pour accéder à tes livres et à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!